Le billet politique. Bonjour Ludovic Piétenu. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement veut aller vite pour réformer le code du travail, mais qui sont les hommes de l'ombre ? Ils sont 3 à avoir été nommés ces derniers jours à l'Élysée, à Matignon et au ministère du Travail, déjà surnommé la Task Force. Ces 3 hommes se connaissent bien, ils sont respectés du patronat comme des syndicats. Ils auront la difficile mission de mener cette réforme du code du travail pour qu'il n'y ait que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre eux, qu'il n'y ait pas de dissonance entre le président de la République, son Premier ministre et sa ministre du Travail. C'est aussi une des raisons qui explique ce casting. Emmanuel Macron le sait pour l'avoir vécu de l'intérieur lors de la précédente réforme du travail. S'il veut un succès, le Faubourg Saint-Honoré, la rue de Varennes et la rue de Grenelle doivent marcher ensemble. Emmanuel Macron a également choisi la continuité en nommant près de lui comme conseiller social le père de la loi El Khomri, Pierre-André Humbert. Tous les récits de l'intérieur convergent lors de la précédente réforme. C'est lui qui a tenu le stylo, lui qui était le DIRCAB, le directeur de cabinet de tous les ministres du Travail sous François Hollande et qui était le relais du projet de Manuel Valls, qui a imposé ce texte à sa ministre, un ancien membre du cabinet de l'ex-ministre du Travail. Pierre Jacquemin l'a raconté dans un livre « Ils ont tué la gauche » chez Fayard. Un autre conseiller du même cabinet l'avait également rapporté au Canard enchaîné. La réforme est arrivée toute écrite sur le bureau de la ministre. Sa marge de manœuvre a été réduite à néant. C'est Pierre-André Humbert qui a tout géré. Un quadragénaire au parcours essentiellement de gauche, ancien professeur d'économie à Paris 1, des articles dans le Monde diplomatique, antilibéral dans ses jeunes années, avec une participation au conseil scientifique d'Attaque et ce livre contre la dictature des marchés, ancien conseiller d'Henri Emmanuelli, auteur d'un appel aux économistes à sortir de la pensée unique, co-signé avec l'économiste Liam Ngoc, ancien socialiste, aujourd'hui proche de Jean-Luc Mélenchon. Pierre-André Humbert a ensuite été formé par Raymond Soubi, le pape du social de la droite, le monsieur social des gouvernements de droite de Pompidou à Sarkozy, propriétaire des cabinets de conseil aux entreprises Altedia puis Alixio. Humbert va y gérer les restructurations et prêter la main au projet du patronat, ce qui ne l'empêchera pas de revenir aux côtés de François Hollande pendant sa campagne présidentielle. Il est et de gauche et de droite, ironisent certains. Il a la réputation d'avoir une très grande capacité de travail partout où il passe. Il impressionne ses collègues. Alors ça, c'est donc pour le conseiller social à l'Élysée. Regardons maintenant l'autre quadra nommé spécifiquement à Matignon. C'est son titre en charge de la réforme du code du travail. Oui, conseiller social, travail, emploi, formation d'Édouard Philippe, l'avocat Franck Morel. Pas plus tard que mardi dernier, il se fendait d'une tribune dans les colonnes du Monde. Tribune visiblement remarquée par l'exécutif puisqu'il l'a nommée quelques heures plus tard. Un texte qui ressemblait fort à un discours sur la méthode. Il appelait à la prudence et, je cite, à une alchimie subtile entre volonté politique forte et réelle concertation négociée. Homme de droite, ancien inspecteur du travail, Franck Morel, avocat associé chez Barthélemy depuis 2012, a déjà conseillé plusieurs ministres, participé à l'élaboration d'une douzaine de lois, notamment celle en 2008 sur la modernisation du marché du travail ou la rénovation de la démocratie sociale, autrement dit la réforme de la représentativité syndicale du temps de Xavier Bertrand, ministre du Travail de Nicolas Sarkozy. Le code du travail est obèse, inefficace et complexe. Voilà la contribution que Franck Morel apportait à l'Institut Montaigne, think tank libéral présidé par Henri de Castres, proche de François Fillon pendant la campagne présidentielle, mais dirigé par un proche d'Emmanuel Macron, Laurent Bigorgne. On doit aussi à cet avocat désormais à Matignon un livre paru l'an dernier, Un autre droit du travail est possible. C'était également chez Fayard. Et enfin, un troisième homme, Ludovic Piétenu. Pour cela, il faut aller rue de Grenelle auprès de Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, 62 ans, pur produit de l'administration française, ancienne dirigeante d'entreprise dans le privé, profil absolument macrono-compatible. Auprès d'elle, le plus jeune de ces 3 hommes de l'ombre, 37 ans, Antoine Fouché, prend la direction du cabinet jusqu'en juin dernier. Il participait encore à la plupart des négociations avec des syndicats puisqu'il était à la direction du MEDEF, une nomination a priori plutôt très pro-patronat, mais dans le détail, respect du paritarisme, position pro-dialogue social, franc-parler, rapporte ce matin le Figaro, qui lui ont valu quelques inimitiés. Il avait alors rejoint le privé, Schneider Electric, comme directeur des relations sociales. Le voici aujourd'hui revenu dans le public, rue de Grenelle, qu'il connaît bien puisque, comme son collègue Franck Morel à Matignon, il avait été le conseiller de l'ancien ministre du Travail de Sarkozy et de Fillon, Xavier Bertrand. Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Nous retrouvons nos 2 invités, Thomas Porcher et Félicité Herzog. Félicité Herzog, dans le livre que vous venez de publier, vous dites qu'en France, ça n'est pas facile d'être une femme dans le monde de l'entreprise. Parmi les 3 hommes qu'a cité Ludovic Piétenu, il n'y a pas de femmes. Apparemment, d'ailleurs, il y a peu de femmes aujourd'hui à
l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. C'est si compliqué que ça d'être une femme dans la haute administration ou en entreprise ? Il m'a semblé dans mon expérience que en France il y a une hostilité ou une réticence à accorder à donner des responsabilités aux femmes, surtout quand elles sont jeunes, et donc il y a un problème d'accès à l'expérience, et aujourd'hui on manque d'un vivier de femmes compétentes pour prendre des responsabilités dans l'administration et dans l'entreprise. C'est un phénomène qui se fait sur plusieurs années, on fait ça moins bien qu'ailleurs. Et alors la différence est sensible puisque vous avez eu des expériences aux États-Unis, en Angleterre, c'est clair, on voit une différence. Oui, parce qu'il y a peut-être aussi parce qu'il y a un marché de l'emploi à l'époque qui était plus dynamique, mais il y a aussi il me semble, c'est évidemment une expérience personnelle, il y a un plus grand respect, disons, de l'altérité. Que ce soit une femme, que ce soit une personne de couleur ou de confession différente. On est dans un pays qui est encore très, très normé sur une idée, un standard de représentation du pouvoir. Par exemple, un homme blanc d'un certain âge. Le pouvoir, à cet égard, je veux dire, le gouvernement nommé par Emmanuel Macron semble, à cet égard, plutôt normé également. On ne voit pas véritablement... Je trouve que si la parité a été respectée, néanmoins, dans les fonctions régaliennes, on note une surreprésentation masculine et globalement, il y a beaucoup d'énarques et la moyenne d'âge est assez élevée. Mais on peut comprendre que Emmanuel Macron ait voulu compenser son propre âge et avec un gouvernement très expérimenté. Mais je me serais attendue peut-être avec plus d'audace, mais peut-être que les choses vont évoluer. Thomas Porcher, une réaction ? Oui, je suis assez d'accord. Il y a des inégalités très fortes entre hommes et femmes en France. Enfin, vous regardez les 10% des revenus les plus élevés, des salaires les plus élevés, vous avez un écart entre hommes et femmes de 800 €, plus de 800 € par mois. À qualification et à poste égal. Donc il y a vraiment effectivement un gros problème d'inégalité. Après, je suis pas sûr que, encore une fois, donner plus d'armes ou de possibilités de choix et de moins encadrer ça aux employeurs, ça puisse effectivement permettre de résoudre ce problème. Et lorsque... Oui, vous voulez réagir, Félicité Herzog. Oui, parce que à la fin dans mon livre, je fais des propositions. Et par exemple, une des propositions, ce serait d'alterner les hommes et les femmes à des postes de direction. Ce qui serait, il faut aller au-delà de la parité dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance. Il faut être plus exigeant et on pourrait essayer d'imaginer de faire une rotation homme-femme sur des grands jobs, des grandes responsabilités, ce qui permettrait d'enclencher cette machine à former et à donner de l'expérience aux femmes. Mais maintenant, il y a ce type de réflexion, ça marche aussi pour toutes les populations qui sont discriminées à l'embauche et qui sont très nombreuses en France. Et justement, dans votre livre, vous racontez que vous avez vu beaucoup de nos compatriotes à l'étranger, preuve donc qu'il y a un certain nombre de gens pour qui la France n'est pas attractive. Thomas Porcher, c'est quand même une réalité. Alors peut-être que ceux qui s'expatrient se font des idées sur d'autres pays, ou alors peut-être qu'il s'agit d'une minorité, mais en tout cas, on a l'impression que beaucoup de Français ont choisi de faire leur carrière ailleurs, alors que vous décriviez tout à l'heure la France comme présentant un modèle social enviable. Il y a des infrastructures de qualité, un service public de qualité ça, en France. Voilà, ça c'est clair. Après, vous avez des filières où effectivement il est plus intéressant d'aller travailler à l'étranger. Je pense par exemple à la finance, où les salaires sont plus élevés. Donc quand vous êtes très qualifié, vous allez travailler plus à Londres ou à New York ou à Hong Kong qu'à Paris. Mais maintenant, il faut voir ce que l'on a vendu. Pas que, parce qu'à Londres, on trouve également beaucoup de Français qui ne travaillent pas seulement dans les services à la personne ou la restauration, même, bien sûr. Oui, mais il faut vraiment voir ce que l'on a vendu à tous ces jeunes dans leur formation. C'est la mobilité des travailleurs, la facilité en Europe de travailler dans n'importe quel pays. Et donc après, il ne faut pas s'étonner que ces pays, ces étudiants ou ces futurs ou ces jeunes travailleurs, ils aient envie de travailler à l'étranger. Donc moi, je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui viennent travailler chez nous, énormément d'étrangers qui viennent travailler chez nous. Et je pense que voilà, ça fait partie de la formation globale que l'on offre aujourd'hui aux étudiants, qu'il faut avoir une expérience à l'étranger qui est valorisante, même après pour retourner en France. Mais beaucoup d'entre eux finissent par retourner en France, notamment quand ils ont des enfants, parce que l'école en France est gratuite, l'université est gratuite, liée à la sécurité sociale, il y a des services sociaux qui permettent d'offrir des soins à des enfants, et donc quand vous créez une famille, il est plus facile de vivre à Paris qu'à Londres.
Alors, la question de la flexibilité qu'on a abordée en première partie de l'émission, elle est souvent posée comme étant un devoir pour les salariés de se conformer à un certain nombre d'attentes de leur entreprise, fluctuation du carnet de commandes, fluctuation donc des besoins de l'entreprise. On a l'impression quand même, Félicité Herzog, et d'ailleurs vous donnez en quelque sorte du grain à moudre à cet égard, que les entreprises font peu d'efforts en France pour s'adapter à la flexibilité de leurs demandes, notamment lorsque vous cherchez du travail en France. Eh bien, la plupart des employeurs ont en tête des profils bien précis, avec une importance du diplôme qui n'est pas aussi forte à l'étranger. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas tout un travail de flexibilité à faire du côté employeur ? Oui, certainement. Il y a une prise de conscience, une culture qui doit absolument évoluer et qui permettrait d'intégrer des profils qui sont très créatifs, mais qui ne rentrent pas forcément dans une norme. C'est vrai qu'en France, on est un peu dans une société qui est issue de l'ancien régime et on a du mal à se séparer d'une certaine représentation du pouvoir. Et évidemment, l'État joue un rôle, les grands corps de l'État, les modes de sélection des étudiants. La rupture, la disparité entre les grandes écoles et l'université, qui est un très grand problème puisque vous formez des dirigeants d'entreprise qui souvent n'ont aucun contact avec le monde de la recherche et réciproquement. Et donc ça fait deux mondes qui divergent. Et lorsque vous en parlez, parce que vous n'êtes pas seulement essayiste, vous avez des responsabilités dans différentes entreprises, différents conseils d'administration, quelle est la réaction de ceux qui vous entourent ? Sur ce point particulier. Oui, sur le fait que en France, le droit à une seconde chance, oui. Le droit donc d'avoir une seconde vie professionnelle, de ne pas avoir nécessairement un diplôme en rapport avec le métier que vous souhaitez exercer, c'est quelque chose d'assez frappant lorsque. Oui, par exemple, en Angleterre, on peut faire des lettres classiques, du latin et du grec, et travailler dans une entreprise commerciale ou dans la banque. Mais en France, c'est tout à fait juste. Impossible. Il y a une évolution culturelle et d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez... Oui, mais ça contribue quand même à, pardonnez-moi, à rigidifier le marché du travail. Oui, bien sûr. Et dans les 200 000 Français qui ont émigré en 2013, alors qu'ils n'étaient que 140 000 en 2006, et vous avez raison, il y a beaucoup des questions de formation et d'apprentissage professionnel, 80% entre 18 ans et 29 ans. Et la difficulté, c'est pas tellement qu'ils aillent se former, ce qui est très bien, puisque c'est le voyage qu'on faisait même il y a 2 siècles en Italie pour un voyage d'éducation ou une phase d'apprentissage, mais c'est les conditions du retour et ce que j'explique dans mon livre, puisque je suis moi-même partie de nombreuses années aux États-Unis et en Angleterre, c'est que les dés sont jetés très vite dans la vie de quelqu'un, homme ou femme. Parce qu'une fois que vous avez un job, que vous avez peut-être un embryon de famille, c'est beaucoup plus difficile de rentrer, surtout qu'il y a vraiment un très grand changement de culture et de bienveillance, de tolérance et d'ouverture à la différence. Thomas Porcher. Je suis assez d'accord. C'est vrai que notre société est très codée. Et Emmanuel Macron, même si nous l'a présenté comme quelqu'un de transpartisan, de révolutionnaire, il est déjà très codé. C'est un énarque qui a été haut fonctionnaire aux finances, qui a été dans le privé, il a un parcours qui ressemble très fortement à celui de Monsieur Juppé. Donc son gouvernement également, c'est des énarques principalement, etc. Donc on voit que globalement, on est dans un monde extrêmement codé où les écoles déterminent la suite de votre carrière, même si vous faites après des grosses bourdes en entreprise, vous arrivez toujours à rebondir si vous avez fait la bonne école. Et ça, il faut que ça change, je suis d'accord avec vous. Mais ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est pas du tout ça. Il propose finalement, on dit souvent qu'il fait de la flex-sécurité, mais en fait, il fait de la sécurité pour ces gens-là, qui ont les bons codes, les bonnes écoles, etc., et qui ne couleront jamais, et il fait de la flexibilité pour les autres. Pour les travailleurs, ceux qui subissent le chômage. Donc c'est la flex-sécurité finalement à l'envers. Ce qu'il faudrait changer, c'est effectivement ça, un autre rapport aux jeunes qui ont pas la bonne adresse ou qui ont pas la couleur, aux femmes, et prendre en compte le fait que les femmes vont avoir des enfants, etc. dans leur cas. Enfin, tous ces changements qui doivent être pris en compte aujourd'hui, j'en entends pas trop parler moi de ça. J'entends plutôt parler de la flexibilité
pour, encore une fois, les travailleurs. Alors, ce qui est intéressant dans le parcours d'Emmanuel Macron, c'est que il y a deux écoles. Il y a une école du changement qui consiste à dire il faut faire partie du système pour pouvoir le changer parce qu'on le connaît de fond en comble. Et puis, il y a l'autre école qui dit on le dynamite de l'extérieur et on n'y connaît rien. Lui, je pense qu'il a quand même la détermination de faire évoluer cette situation et notamment dans toute cette politique qui promeut la mobilité, notamment l'accès au logement, l'accès au bassin d'emploi, l'accès à l'éducation, l'idée de réduire le nombre d'élèves par classe dans des zones prioritaires. Tout ça forme un ensemble qui me paraît très propice au changement. S'il s'y tient, naturellement, on jugera sur les résultats. Mais je ne pense pas qu'il fasse deux poids, deux mesures avec les gens qui sont titulaires de diplômes parce qu'ils ont été formés dès le plus jeune âge dans les meilleures écoles, et puis les autres. Je pense que toute cette idée de réforme du droit du travail, de réforme fiscale, dans cette politique, c'est de relancer l'emploi et la croissance. Thomas Porcher, dans le livre que vous avez consacré à ce que vous appelez la Macron-économie et à vos inquiétudes vis-à-vis de la Macron-économie, pour dire les choses, il y a une phrase d'Emmanuel Macron que vous citez, et cette phrase est la suivante: « Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre ». Et effectivement, c'est une phrase qui peut rappeler celle que Lionel Jospin avait dite un soir au journal de 20h. Il avait dit l'État ne peut pas tout. C'est une phrase qui lui avait été beaucoup reprochée, mais dire le contraire, prétendre l'inverse, est-ce que ça n'est pas mentir et finalement accréditer les individus dans l'illusion qu'ils vont pouvoir être sauvés, ce qui est vrai généralement pendant la période électorale et qui est moins vrai après? Moi, je suis assez impressionné par cette phrase, parce que si un ministre dit ça, un ministre de l'économie, qui a plus de 10 000 fonctionnaires à son service, à quoi ça sert d'avoir un ministre de l'économie, en fait? Si un ministre de l'économie vous dit, moi je peux rien faire, c'est aux chômeurs finalement de trouver un emploi. À quoi il sert un ministre de l'économie? Enfin, un ministre de l'économie, il a les leviers de la politique économique. Et vous savez, il y a des secteurs où on pourrait investir et créer de l'emploi, notamment dans la transition énergétique, dans le bâtiment, la rénovation des bâtiments. Vous investissez de l'argent public et vous récupérez via l'activité générée encore plus de rentrées publiques. C'est ce qu'a fait notamment l'Allemagne. Et là, vous pourrez créer des emplois. Et on dit qu'en France, que quand le bâtiment va, tout va. Vous voyez? Donc dire ça, en fait, c'est faire du chômage un problème individuel. Comme si les 1,5 million de chômeurs qu'il y a depuis 2008, c'était une question de choix ou d'incitation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est des questions d'incitation, on a eu des grosses vagues de paresse depuis 2008 et aussi en 1929 à la crise. Non, le chômage dépend de problèmes conjoncturels et la plupart des gens qui sont au chômage le subissent et ne l'ont pas choisi parce qu'on leur offre des prestations chômage qui sont plus intéressantes que d'aller travailler. Félicité Herzog. Évidemment, le problème en France, c'est qu'on vit sous tutelle réelle ou symbolique de l'État. Alors, votre point de vue est très intéressant parce que il est très éloquent sur la place de l'État comme planche de salut, comme tuteur dans nos vies. Alors, bien sûr que je pense que dans cette citation, il y avait l'idée que non seulement l'État joue son rôle, mais que l'individu aussi joue son rôle. Et c'est pas péjoratif, je ne pense pas que ce soit péjoratif, ça vise simplement à permettre aux individus de se prendre en charge et de ne pas se reposer sur des systèmes de compensation qui sont nécessaires, mais qui peuvent être très destructeurs à long terme. Et en France, on a tendance à avoir cette préférence collective pour le chômage, qui a été dénoncée il y a très longtemps, et qui consiste simplement à dire voilà, il vaut mieux 6 millions de chômeurs que le plein emploi parce que on préfère ne pas avoir de petits jobs par rapport à un CDI. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur ce sujet. Je veux quand même rappeler une chose, c'est que même la personne la plus feignante trouvera un emploi très facilement s'il y a 2 ou 3% de croissance. C'est-à-dire que nos grands-parents, qui étaient peut-être plus feignants que certains de nos jeunes aujourd'hui, ils pouvaient trouver un emploi parce qu'ils étaient pendant les 30 glorieuses. Et que quelqu'un qui va être très courageux, mais très courageux, qui va se lever tous les matins, qui va aller sur Pôle emploi et répondre à une dizaine, quinzaine d'annonces, il trouvera difficilement un emploi dans une période où il y a 0% de croissance. Et les leviers de la croissance, c'est des leviers conjoncturels. Et c'est quelque chose de macroéconomique. C'est de l'investissement public qui soutient l'activité, c'est de l'investissement dans des secteurs d'avenir. Enfin, les États-Unis, qui sont les premiers à dire qu'il faut que l'État se désengage de l'économie, quand ils voient des secteurs d'avenir, ils n'hésitent pas à mettre de l'argent. Ils ont mis par exemple 3,5 milliards de dollars dans les entreprises d'Elon Musk parce qu'ils pensent que c'est de l'avenir. Ils ont mis des dizaines de
de milliards de dollars chaque année dans Internet pour Comment créer des ont-ils champions. mis de l'argent dans De l'argent public, de l'investissement Il y public, a de des l'argent de programmes, l'État. des programmes de l'État. Parce qu'ils estiment que c'est secteur d'avenir. Et aujourd'hui, si les États-Unis sont en monopole, c'est parce que derrière, il y a eu 40 années d'investissement public dans l'Internet notamment. Félicité Non, il y a Herzog. des incitations effectivement très fortes aux États-Unis et en France. De toute façon, en France, nous avons toutes sortes d'industries qui sont des gisiers d'emplois. Par exemple, les industries culturelles et créatives, tout ce qui tourne autour du tourisme, de la cosmétique, de l'art de vivre. C'est 1,3 million d'emplois. C'est 2 fois plus que le nombre d'emplois dans la production automobile. Donc, je ne pense pas du tout que c'est des questions de paresse ou de fainéantise. Le problème du chômage, c'est que dès qu'on passe un certain cap et qu'on sort du marché de l'emploi, c'est très difficile d'y revenir, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Thomas Porcher, parmi les citations d'Emmanuel Macron contre lesquelles vous vous élevez, et il en est une autre que je vais citer, il y a, dit Emmanuel Macron, un conservatisme de gauche qui ne veut pas la réforme. Pourquoi cette phrase vous agace-t-elle ? Mais si, il y a beaucoup de gens de gauche qui veulent des réformes, mais il y a des réformes de gauche qui existent. Par exemple, la lutte contre l'évasion fiscale, la régulation de la finance. La finance a provoqué la crise financière qui a provoqué ces millions de chômeurs. Il y a eu 3 millions de chômeurs en plus en Espagne, 1,5 million, je le répète encore, en France. C'est la crise financière, c'est la déréglementation des marchés financiers. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis, parce qu'elle vient des États-Unis. Beaucoup moins en Europe. Voilà, elle vient des États-Unis. Et donc voilà, vous avez tout un tas de réformes de gauche qui sont possibles, réduire les inégalités, travailler moins. Mais Emmanuel Macron, il ne propose que des réformes libérales en termes de politique économique, je parle. Donc effectivement, pour moi, quand on dit que la France ne veut pas, ou la gauche ne veut pas de réformes, si elle veut des réformes de gauche, mais elle ne veut pas des réformes libérales. Il y a eu 17 réformes sur la protection de l'emploi depuis 2000 en France, des réformes allant vers plus d'assouplissement de l'emploi. Est-ce que ça a créé de l'emploi ? Non. Félicité Herzog, lorsqu'on voit le monde de la finance que vous connaissez pour avoir travaillé dans la banque, il y a un certain nombre d'opérations qui sont menées par la finance, qui aboutissent à des licenciements, qui aboutissent en fait à une création de valeur essentiellement pour les actionnaires. Alors il y a par exemple ce qu'on appelle les LBO. Il y a tous les jours dans l'actualité en France des entreprises qui sont en difficulté parce qu'il y a eu une suite de LBO qui ont contribué à gréver la rentabilité de l'entreprise. Vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord. Je pensais par exemple à Vivarte. Alors le dossier n'est pas complètement clair, mais on a l'impression quand même que l'entreprise a été vendue tant de fois que finalement, eh bien, aujourd'hui... Il y a d'autres... Alors, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai qu'il y a eu cette illustration négative, mais par ailleurs, il y a beaucoup de LBO qui sont à répétition. Moi, je pense par exemple à Picard-Surgelé, qui est une entreprise qui se porte très bien. Mais le sujet... Avec aussi un certain nombre de problèmes, en tout cas de revendications de ses salariés pour Picard-Surgelé. Oui, mais elles sont négociées. Ce qui me frappe beaucoup, c'est plutôt dans les dérives de la finance, le manque de régulation aux États-Unis. Et les États-Unis ont tendance à exporter chez nous leurs difficultés parce qu'effectivement, leurs banques, leur mode, la volatilité de leur marché, les instruments qu'ils imaginent, tirent à l'extrême le système et créent des risques systémiques qui contaminent nos propres marchés. Mais ce que je voudrais dire juste sur un mot de conclusion. Sur Emmanuel Macron, sur ce qu'il cherche à faire, c'est pas simplement la flexibilité du travail, c'est la libéralisation des professions réglementées, c'est l'assouplissement du numerus clausus, que ce soit dans les services de la santé, la distribution spécialisée. Et ce mouvement-là, il faut absolument le poursuivre parce que ça va générer davantage d'activité économique. Voilà. Un mot de conclusion, Thomas Porcher. Oui, je dirais que ce que propose Emmanuel Macron a déjà été fait en Italie. La loi Macron, c'est une copie de la loi Monti, visant à déréglementer, comme vous l'avez dit, les pharmacies, les professions réglementées, et à discuter très longtemps du travail du dimanche. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on relèvera notre économie. C'est pas en travaillant le dimanche, en ouvrant 5 centres commerciaux le dimanche que ça réglera le problème. On a entendu votre inquiétude, Thomas Porcher, et si l'on veut poursuivre avec cette inquiétude, eh bien, on peut lire Introduction inquiète à la Macron économie, le livre que vous avez consacré au projet du président aux éditions Petit Matin, et c'est coécrit avec Frédéric Farah, et puis également votre livre que l'on peut trouver chez Flammarion, Félicité Herzog, La France